Tisset, prépa physique au FCG depuis 6 ans et en charge surtout de la partie réathlée, donc le retour au terrain, donc, qui fait le lien avec ce que JB vient de présenter. Lucas Granja, donc je suis prep physique aussi au FCG, responsable réa du centre de formation, Espoir. Et après j'interviens chez les pros aussi sur tout ce qui est musculaire. Patrick Chassin, préparateur physique en rugby pro depuis 20 ans, une dizaine d'années au FCG. Et actuellement, je fais une thèse avec Jean Benoît donc sur les profils force, vitesse, saut et sprint dans le rugby. Moi, c'est Benjamin Simon-Cotte, je suis aussi préparateur physique au FCG avec l'équipe pro. Je suis en charge du développement de la vitesse des joueurs, de la planification et de la gestion de la charge d'entraînement. Ok, donc première question peut-être à Benjamin, par rapport à toutes les données que vous relevez tout au long de la saison. Est-ce que tu as des exemples, un retour d'expérience sur ce que vous en faites concrètement? Attends, je retrouve, bim, je te laisse manipuler. Ouais. Du coup, c'est complètement le lien avec ce que disait JB juste avant. Je ne sais même pas si c'est pas le même tableau que tu as montré. Mais je vais carrément faire le lien entre la partie théorique et comment concrètement, nous sur le terrain, on met des choses en place pour répondre à cette demande-là. Simplement pour remettre les choses dans son contexte, nous, donc on intervient sur des joueurs pros, c'est que le tube de dentifrice il est déjà bien vide avec eux. Et si on enlève les blessés, nous, on intervient sur 40 joueurs au quotidien, donc contrainte logistique. Et ces 40 joueurs, ils ont 2 séances de 15 minutes dans la semaine pour développer leur qualité de vitesse. Donc comment, avec ces différentes contraintes, je peux utiliser les données théoriques qui vont me permettre d'avoir les scientifiques pour améliorer mon process d'entraînement sur mes rugbyman. Donc concrètement, ça se traduit en ça. Un pointeur celui-là. Une lumière. Je fais où ça ? Hop. Concrètement, ça se traduit par ça. Dans le même principe que ce que disait JB tout à l'heure, on voit que ça, c'est 3 joueurs différents. Si je prends leur temps sur 30 mètres, on voit qu'il y a 2 centièmes de différence entre ces 3 joueurs. Donc si je me base simplement sur un test aux cellules, où j'ai leur temps sur 30 mètres, je vais me dire, bon ben voilà, ces trois mecs sont à peu près similaires sur 30 mètres, je vais leur proposer le même type d'entraînement. Sauf que si on regarde leur profil, et ben si je fais ce choix-là, je vais faire une erreur chez l'un ou chez l'autre, voire chez les 3. Et le truc, c'est que moi, plus je vais faire des erreurs, plus je vais perdre du temps avec mes mecs, et moins j'ai la chance de garder mon job à la fin de la saison. Du coup, ça se traduit, bon, ben, on voit le joueur 1, il a une grosse capacité. En fait, je vais essayer de moins parler en F0, V0 et de plus parler en capacité d'accélération et vitesse max. Donc ça, c'est un petit peu plus concret pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler avec eux. Juste, on emploie F0, V0 pour ceux qui ne connaissent pas. Tu nous le définis vite fait? Ouais, bah, en gros, c'est super simple. On va l'utiliser cet après-midi. À chaque fois qu'on parle de F0, on parle de capacité d'accélération du joueur. Quand on parle de V0, on parle de capacité de vitesse max du joueur. Donc le premier joueur a une très grosse capacité d'accélération, 10. Quand vous avez 10 en F0, c'est que le mec il pousse vraiment très très fort. On parle du premier appui. Hein. F0 ouais. C'est la force max théorique, donc là c'est vraiment les tout premiers appuis. Ouais. Et par contre, on voit que par rapport à sa capacité d'accélération qui est très forte, on voit que sa capacité de vitesse max, elle est moins forte, même si ça reste bien, mais si on compare les deux, il est déséquilibré il manque de vitesse max. Si on prend le joueur numéro 2, on voit qu'il a des capacités d'accélération beaucoup moins bonnes et une capacité de vitesse max excellente. Donc lui, il est déséquilibré vers l'accélération. Et le joueur numéro 3, lui, il est plutôt bien équilibré. Donc par rapport à ce constat-là, quel choix je vais faire sur ma planification et l'organisation de mon entraînement? On part du principe, et c'est toujours grâce aux scientifiques qu'on peut dire ça, c'est que le point faible du joueur va être l'endroit où j'ai le plus de marge de manœuvre.
En gros, si je continue de m'attarder sur son point fort, eh ben, j'aurai moins d'impact sur sa performance que si hop, je vais cibler son point faible. Et là, à partir de ce constat-là, on peut individualiser le contenu. Mais de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire individualiser le contenu sur des joueurs au quotidien? Si je ne vais plus dans le bon sens. En gros, donc, avant de vous montrer comment on individualise, on part toujours sur ces trois objectifs à chaque séance. Ouais, en gros, on veut que les mecs ils battent leur record personnel en puissance, qu'ils battent leur record personnel en Vmax et qu'ils battent leur record personnel sur 10 mètres et 30 mètres. Pour atteindre ces trois objectifs, on individualise nos contenus sur 3 semaines. En gros, on a réussi à tenir ça sur une saison complète. Donc nous, une saison complète, ça dure 40 semaines. 40 semaines si on ne prend pas la pré-saison. Donc c'est vraiment des saisons qui sont très très longues. Donc on est obligé de donner un peu de variété pour pas que les mecs, pour pas qu'il y ait de la lassitude et du désengagement au bout d'un moment. On arrive à tourner sur 3 semaines, plus une semaine, une 4e semaine qui est plutôt une semaine récup. Donc notre semaine 1, après je vais détailler chacun des contenus pour chaque séance. Mais, semaine 1, début de semaine, ça sera vrai pour toutes les semaines. Début de semaine, accélération. Plus on se rapproche du match, 2 jours du match, une séance de vitesse max. Pour tout le monde, en semaine 1, on fait des accélérations légères, je vous montrerai par quoi ça se traduit, et de la vitesse max lourde. Semaine 2, l'inverse, donc accélération lourde, vitesse max légère. Et semaine 3, c'est là où on vient individualiser par rapport au profil. Ceux qui ont un déficit d'accélération me refont une séance d'accélération lourde. Ceux qui ont un déficit de vitesse max, ils me font une séance de survitesse. Et on finit toujours par un test, comme ça, ça nous permet de réévaluer le profil et de voir si on doit se réadapter sur le bloc suivant. Donc concrètement, sur la semaine 1, quand je dis accélération légère, bon, nous on a la chance d'avoir l'outil du 1080, mais si vous n'avez pas le 1080, ça fonctionne aussi avec des sleds, ça marche très bien. C'est simplement qu'il faut remettre dans son contexte le poids. Quand je vous donne un poids sur le 1080, vous le multipliez à peu près par 3 pour avoir le poids correspondant sur le sled. Ça marche? Donc on voit qu'on est sur des accélérations qui sont assez longues. On va jusqu'à 20 mètres. Pourquoi on fait ça? C'est pour aller jusqu'au bout de l'accélération du joueur. Au début, on le faisait sur 10 mètres, et on se rend compte qu'avec une charge légère, à 10 mètres, le joueur continue d'accélérer. Donc si vous voulez vraiment travailler efficacement, il faut que le mec puisse aller au bout de son accélération. Donc sur des charges légères, 20 mètres, ça fonctionne bien. Et je couple toujours ça avec un superset sur du sprint libre, c'est-à-dire à vide, sur donner des temps sur les cellules ou faire des duels. Mais un conseil, bon ça c'est vraiment empirique, hein, mais ça fonctionne mieux quand on le couple tout de suite avec un sprint à vide. On voit les transferts, hein. Ça veut dire que le but du jeu c'est qu'il s'améliore sur le sprint à vide. Au rugby on ne tire pas des luges derrière. Donc il y a un travail pour améliorer la force dans une certaine zone et tout de suite après le transfert sur un sprint, et c'est ce qu'on va faire dans le rugby. On va accélérer sans les luges. Grâce au 1080, j'ai la chance de pouvoir choisir les feedbacks que je donne aux joueurs. Et sur cette séance-là, je leur donne la vitesse max qu'ils atteignent sur les 5 mètres les plus rapides de l'accélération. Sur la deuxième séance de la semaine, on travaille la vitesse max. Donc là, un peu plus compliqué si on n'a pas le 1080. Faut être... Pat l'a fait il y a 20 ans avec Bourgoin, avec un système de poulies, tout ça. Ça existe. Mais le 1080 facilite énormément. Et on ne mesure rien. Parce que là, on va voir aussi la puissance du feedback. C'est que les joueurs, petit à petit, ils voient qu'ils s'améliorent. Et la motivation, elle monte énormément. Avant, quand on faisait des systèmes de poulies, on ne mesurait rien. Et j'espère qu'ils courent plus vite, mais je n'ai pas mesuré.
Donc sur cette séance-là, les joueurs courent entre 30 et 40 mètres avec une assistance lourde. 7 à 10 kg, c'est ceux qui ont eu la chance de déjà essayer le 10-80. Franchement, à 10 kg, il faut s'accrocher parce que ça envoie vraiment, vraiment fort. Je donne toujours, je fais ça avec un superset sur un sprint à vide, toujours dans la notion de transfert. Et le feedback que je donne, c'est sur le pourcentage de vitesse max qu'on atteint au-dessus de sa vitesse max. Donc les joueurs atteignent entre 10 et 15% au-dessus de leur vitesse max sur cette séance. Donc ça va vite, hein. Un joueur qui court à 9 mètres secondes, il se rapproche des 10 mètres secondes. Là, c'est une séance qui va très 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 vite, c'est vraiment sur vitesse. Mais juste pour remettre le truc un petit peu dans son contexte, à Grenoble, on a décidé, on a inculqué une vraie culture de l'entraînement de la vitesse, on a essayé d'avoir vraiment une identité marquée sur cet entraînement-là, et ça, on le fait pour tous les joueurs, tous les postes. Donc ça veut dire qu'à 2 jours du match, mon pilier droit qui fait 135 kg, il va aller à 10% au-dessus de sa vitesse max. Et c'est juste pour vous dire que c'est possible, ça existe, on y arrive, et on n'a pas plus de blessés que quand on ne le faisait pas, voire moins. Juste, tu me permets juste un... Bien sûr. C'est possible, on y arrive, mais c'est une culture. C'est-à-dire que c'est pas un bouton qu'on appuie et bon bah tiens, je suis allé à une conf samedi dernier, lundi prochain on envoie tout le monde à plus 10%. Ça a pris des années, enfin des mois. Ça nous a pris 3-4 ans. Vous avez vu les premiers tests qu'on a fait en collaboration avec Jean-Benoît, on a vu tout à l'heure, c'était 2017. C'est important de rappeler ça. Donc ça veut dire que la culture, elles sont construites sur au moins 2 ans avant qu'on parle de survitesse et des choses comme ça. Je pense que maintenant on irait plus vite, mais au début ça s'est construit petit à petit. Après, Non, je disais, elle est développée aussi chez les jeunes depuis très tôt. Donc en fait, ça favorise aussi avec beaucoup de jeunes qui montent chez les pros, qui ne se posent plus la question et qui ont déjà l'habitude, qui ont en espoir déjà fait tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Et ça implique 2 choses aussi. Ça implique d'être progressif pour que le joueur s'habitue au process et ne se blesse pas. Mais ça implique aussi d'avoir une identité et d'être considéré par les autres secteurs du staff. C'est-à-dire que si vous tombez dans un staff où vous n'avez aucune place pour mettre en place ce genre de culture, ça va être plus compliqué aussi parce que les joueurs vont moins s'engager sur les séances, parce que la place donnée à ce process sera moins importante et les résultats seront bien moins importants. Donc c'est vraiment pas quelque chose où tu peux faire on-off. Et voilà, la semaine dernière on faisait rien et cette semaine, on part sur le protocole des Grenoblois et on envoie terrible 2 séances par semaine à 10% au-dessus de la Vmax. Là c'est sûr que vous allez au carton, quoi. Donc c'est un travail de fond où il faut faire comprendre ça aux autres membres du staff, y aller progressivement, faire comprendre ça aux joueurs, les habituer à ce genre d'effort et petit à petit on met ça en place et ça veut dire que ça se construit dès le premier jour de la pré-saison. exactement. Dès le premier jour de la pré-saison, il faut qu'on ait des stimulus de vitesse au moins 2 fois dans la semaine. Et si on n'a pas cette régularité, là peut-être qu'on augmenterait les risques de blessures. Et sur les débuts de saison, ce qui est important aussi, c'est la différence entre les joueurs qui sont déjà passés par tout ce process d'entraînement et les recrues. Tous les ans, nous, on se retrouve avec entre 10 et 20 nouveaux joueurs qui arrivent dans le groupe. Dans 90% des clubs, le travail de vitesse, il n'est pas fait de cette manière-là, voire pas fait du tout. Et du coup, c'est vraiment aussi une progressivité à avoir avec toutes ces recrues, parce qu'ils sont vraiment à risque de se blesser, comparé aux joueurs qui ont déjà avalé ces 2 ans d'entraînement. Donc ça amène aussi une adaptation et une individualisation de l'entraînement sur ces recrues-là aussi. Du coup, la semaine 2, on inverse le fonctionnement. La séance d'accélération sera cette fois lourde, avec des résistances beaucoup plus lourdes. Vous voyez, on va jusqu'à 20 à 30 kg. Ça correspond à des sleds de 90 kg. Et c'est le maximum qu'on peut mettre sur le 10-80. Mais il y a certains cas, des mecs qui auraient vraiment des gros déficits de force, où vous pouvez aller encore plus lourd que des sleds de 90 kg. À vous de faire vos choix. Nous, on fait ce choix-là parce qu'on a le 10-80 et 30, c'est le max. Mais à vous de voir. On superset avec des 10 mètres à vide toujours. Et le feedback que je leur donne, cette fois, c'est sur la puissance max qu'ils atteignent sur les 5 mètres les plus puissants de la course. Donc là, pas besoin d'aller jusqu'à 20 mètres. En 10 mètres, ils terminent leur accélération.
Donc sur les charges lourdes, ne les faites pas courir 20 ou 30 mètres, ça ne changera pas la puissance max qu'ils vont développer. Au contraire, la puissance elle va redescendre. Et sur la vitesse max, cette fois on est sur des assistances beaucoup plus légères, donc 3-4 kg. Et donc en fait là c'est à eux cette fois, ils ne peuvent pas simplement se permettre de laisser faire l'assistance, c'est à eux de s'engager pour aller produire la vitesse max. Donc on voit que c'est un peu différent de la séance de la semaine précédente. Là ce qu'on fait nous c'est un format de séance qu'on a mis en place, qu'on aime bien et qui fonctionne pas trop mal. C'est que si le mec atteint 5% au-dessus de sa vitesse max avec 5 kg, bon là j'ai mis 3-4 mais on commence à 5 souvent. S'il y a 5 kg il fait 5% au-dessus, la course d'après on lui met 4 kg. S'il arrive encore à être 5% au-dessus de sa vitesse max, on lui met 3 kg. Et tant qu'il reste au-dessus de 5%, on décroît. Donc à chaque fois, c'est à lui de produire de plus en plus d'efforts pour maintenir ses vitesses élevées. Ce 5%, il est empirique juste pour être au-dessus du max et suite un seuil, comme vous Ouais, il est complètement empirique. Hein. sur les séances, vous avez... En fait, tu t'aperçois que c'est la limite au-delà de laquelle, pour certains joueurs, il y a plus de. En fait, tu vas augmenter l'assistance, mais eux ne vont pas augmenter la Vmax. Ils vont se mettre dans la gestuelle à freiner. C'est comme l'histoire de la descente, sprinter en descente. Tous ceux qui en ont fait savent que, en fait, tu vas pas plus, dans certaines pentes, tu vas pas plus vite que sur le plat à cause de ce problème-là. Et tu peux le voir aussi comme ça, tu vois, il arrive à Vmax, il monte au-dessus de 5%, il descend à Vmax, en fait il est resté très longtemps dans sa zone Vmax. On pourrait penser qu'il aurait fait un sprint de 30 mètres, il serait resté proche de Vmax pendant 4-5 mètres, alors qu'avec ce process, en fait, le temps qu'il monte au 5% qu'il redescend, il va passer 10-15 mètres. On aura passé 3 fois plus de temps autour de la zone Vmax. Donc le feedback qu'on donne, c'est les mètres par seconde qu'ils arrivent à atteindre sur les 5 mètres les plus rapides de la course. Et notre semaine 3, c'est là où on commence à avoir de l'individualisation. Comment je vais organiser celui-là? Donc sur la séance du début de semaine, soit le mec me refait une séance d'assistance, de résistance, donc une séance d'accélération avec résistance 10-80 lourde, soit les mecs déséquilibrés en vitesse max nous font une séance de vitesse assistée avec le 10-80. Et on finit la semaine par un petit test sur 30 mètres avec le radar, et je regarde comment durant les 3 dernières semaines le profil a bougé. Oui. Une question. Pourquoi vous avez choisi de mettre une séance par rapport? On avait avant une séance individuelle en adaptation et 4 communes, et pas quel pourcentage, et comment vous avez choisi ça? On aurait voulu faire plus. Ouais, on aurait voulu faire plus et. Ça en mettre plus d'un côté et c'est juste pour savoir. En fait, c'est une contrainte logistique. Dans la théorie, on aimerait faire beaucoup plus, tout individualiser, sauf qu'on a 2 fois 15 minutes avec 40 mecs par semaine, et qu'en fait, il faut que ça aille vite, il faut que ça enchaîne. On a un 10-80, et du coup, la contrainte logistique nous fait prendre des décisions qui ne sont pas parfaites, mais en tout cas, ça tourne, et c'est déjà une victoire. On serait dans un sport individuel, on irait encore plus loin. Mais là, c'est plus compliqué à... En fait, la logistique, c'est pas du tout votre idée par rapport au truc de base. Quoi. Ouais. Après, chez les espoirs qui sont beaucoup plus faciles, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, on va plus loin dans l'individualisation, dans le sens où on a plus de facilité à le faire, en fait, tout simplement. Parce qu'on a plus de temps, moins de joueurs, et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et après, par contre, vous avez vu, hein, l'un des points clés, c'est qu'il y a 2 séances dans la semaine. Il y en a un qui est orienté sur l'accélération, le début de l'accélération, et l'autre sur la Vmax. Et je pense que ça, c'est important parce que, comme l'a dit Jean-Benoît tout à l'heure, si on faisait que des... Par exemple, quelqu'un qui a besoin de vitesse, on l'entraîne que en vitesse. C'est un peu ce qu'on a fait sur une étude avec Johan tout au début. Et on s'apercevait qu'on les améliorait sur la Vmax, mais pas sur leur temps à 30 mètres. Donc en fait, nous au rugby, on disait au coach, bah, le gars il court pas plus vite sur 30 mètres. Par contre, il avait un point faible, on lui a bien augmenté. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on a vu qu'il y avait un point faible et qu'il faut travailler le point faible, c'est là où on a le plus de marge, qu'il faut pas oublier l'autre côté.
Donc c'est pour ça que vous avez vu dans la démarche, on fait toujours du travail d'accel, du travail de vitesse. Parce qu'on peut très bien se dire, le point faible c'est la vitesse, je fais que de la vitesse, et je me suis planté. Il ne court pas plus vite. Et au rugby, ça va nous servir à rien. Il y a un truc que je n'ai pas du tout présenté, il faudrait que je le fasse quand même, parce qu'il y a 3 études différentes dans lesquelles on a montré très clairement que la réponse à un stimulus plutôt force ou plutôt vitesse, elle est corrélée, vraiment bien corrélée, au profil de départ. C'est-à-dire que là où la plupart des études scientifiques tirent au sort les gens pour les mettre dans un groupe ou dans un autre, quand on ne tire pas au sort et qu'on regarde qui a répondu à quoi, il y a une très bonne corrélation. Et schématiquement, notamment dans cette étude-là, les athlètes qui ont le mieux répondu sur V0 à un stimulus d'hypervitesse, c'était ceux qui au départ avaient un profil qui était justement très orienté force. Et ça c'est important parce que ça remet en cause pas mal des études d'entraînement où en fait dans les études scientifiques sur l'entraînement, 99% du temps, on tire au sort les gens parce qu'on fait ce qu'on appelle des études randomisées. Et là, on n'a plus cette randomisation, on a ce diagnostic de base qui nous prépare. Juste avant de passer la main à Pat, Ouais, pas quoi. je voulais juste un conseil d'entraîneur pour que sur le terrain ça fonctionne, c'est de vraiment essayer de faire les choses dans l'ordre, de commencer par la base, d'habituer les gars, d'y aller progressivement, et de petit à petit construire notre pyramide. Mais pas se tromper, vouloir tout de suite faire le sommet de la pyramide alors que nos bases sont complètement instables. Il faut faire les choses dans l'ordre, y aller tranquillement, instaurer cette culture, habituer les mecs à faire les séances, ne pas se perdre en créant une usine à gaz, parce que on peut très très vite se perdre les chèvres et au bout de 2 mois on va dire non mais les mecs, ça va pas, tenir ça toute la saison ça va pas être possible. Donc allez-y tranquille et construisez votre process dans l'ordre. Ouais, c'est ce que je réponds, il y a une question après là-bas, mais c'est ce que je réponds aux gens qui me demandent sur la survitesse. Parce que la survitesse, quand vous regardez le profil force-vitesse du sprint, c'est hors profil. C'est-à-dire qu'on va vers des zones, entre guillemets, non physiologiques. Et je réponds tout le temps la même chose. Je dis la survitesse, ce sera votre problème quand déjà vous ferez correctement, régulièrement, un vrai travail de vitesse. Parce que parfois, les gens se posent la question d'acheter une machine pour tracter les gars, alors qu'ils ne font pas un travail de Vmax libre normal. Donc, commençons déjà par la base. Ouais, j'avais une question, et c'est sur la notion de transfert et la diapo là, au franchir par évitement en fait. Du coup, comment vous prenez en compte le fait que le schéma de course en match, il n'est pas du tout le même? Le gars il porte un ballon. Et est-ce que vous avez aussi fait les mêmes choses avec justement porter un ballon ou pas sur ces tests? Les Néo-Zélandais ont fait des tests où ils courent sur une main, 2 mains. Donc rapidement, ils ont montré qu'en phase d'accélération précoce sur les 10 premiers mètres, c'est intéressant d'avoir le ballon sur une main. C'est là où on développe le plus de vitesse. Et à vitesse max, c'est plus intéressant d'être à 2 mains. Donc ça fait des vraies données et on voit qu'il n'y a pas une si grande différence au niveau des accès et des sprints entre avoir le ballon et pas le ballon. Après, tu vois, on est vraiment dans la continuité des recherches qu'on a menées avec Pat récemment, à savoir, ok, avec ce protocole-là, bon, Pat va vous présenter les résultats, mais on arrive à faire bouger les lignes sur un test de 30 mètres de façon statistique. Maintenant, à quel point on arrive à impacter ça sur le terrain? Il y a ce transfert entre le 30 mètres qui bouge dans la salle en linéaire et les capacités d'accélération et de vitesse max des joueurs quand ils jouent au rugby. Justement, moi j'ai une question à vous, puis je vais garder la réponse pour globalement. Les joueurs dont vous voyez des progrès sur le test radar classique, globalement, vous voyez aussi des progrès sur des situations de jeu, sur de la vitesse, des choses, c'est plutôt oui ou c'est plutôt le truc c'est que nous, on se dit, ça se voit, j'avais ce joueur, il franchissait jamais, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, maintenant il franchit, une fois qu'il a franchi, il arrive à réaccélérer, on sent qu'il a une réserve de vitesse importante, et que dans le jeu ça se traduit vraiment, mais en même temps, on se dit ça parce qu'on travaille dur là-dessus, on y croit et on est super content. Mais on n'a pas de... On a un biais, quoi. Voilà, on n'a pas de vraies mesures. On n'a pas de vraies mesures qui nous disent sur le terrain ça a bougé de tant de aussi. Ça c'est une question fondamentale parce que c'est la question qui est souvent utilisée par les gens qui ne veulent pas mettre en place ce type de travail-là.
et qui disent d'entrée, oui mais de toute façon comme courir sur le football, ça n'a rien à voir avec un 30 mètres en ligne droite, on va pas le faire. Et moi je leur dis tout le temps la même chose, je leur dis mais si moi je suis joueur de football ou basketteur et que tu me donnes 10% de vitesse en plus sur un 30 mètres ou 10% de détente en plus, ben je vais le prendre en fait. Puis on verra bien ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que je vois pas en quoi ça peut être négatif. C'est des discussions qu'on a eues parfois même avec des gens qui font de la recherche, disant oui mais le foot c'est pas courir en ligne droite, je sais, merci. Le basket c'est pas jumper à deux pieds, je sais, merci. Et voilà, c'est comment ces qualités physiques, on va dire isolées, ont des conséquences sur ce qui se passe sur le terrain. Et dans les prochaines années, on aimerait mieux répondre à cette question. On a vu Jean-Benoît nous parler des profils in situ. Donc commencer à montrer que par exemple j'ai progressé en vitesse au niveau athlétique sur 30 mètres et vu que j'ai tous les données d'entraînement de match et ça se répercute sur les données de l'entraînement. Quand l'ailier il prend le ballon, et ben, c'est curieux, quand il courait qu'à 9 mètres secondes, maintenant il court à 10 mètres secondes, et ben, sur le terrain aussi il court plus vite. Donc ça on espère vous apporter de la donnée dans les prochaines années là-dessus. Et ton test de pré-saison c'est MySprint. On fait tout au radar. Mais avant d'avoir le radar, on faisait au MySprint et ça marchait pareil. Parce qu'avec ton radar, du coup, tu peux avoir aussi des 0, tu as les 0, c'est les mêmes données, ça donne tout. Au final, c'est plus... Mais pour vous dire aussi par rapport à cette question, on l'a fait sur 40 joueurs avec le MySprint. C'est plus dur au niveau logistique. En gros, je passais 2 jours dans le bureau à analyser des sprints, mais j'avais des données qui nous permettaient d'individualiser les contenus comme avec un radar. À l'heure actuelle, on va publier là, dans le cadre du projet Fulgur, qui est un projet ANR Haute Performance Paris 2024 piloté à l'INSEP, on a fait une comparaison des profils avec tous les outils possibles, c'est-à-dire laser, radar, 1080, GPS, cellules et MySprint, mais ils sont viandés dans le truc, donc on ne va pas l'analyser, mais on a tout mis en même temps sur des mêmes événements. Et les conclusions que je vous donne là en avant-première, c'est que globalement, les outils entre eux ont une marge de différence qui s'explique par le fait qu'ils ne mesurent pas vraiment la même chose, certains la vitesse, d'autres la position, mais chaque outil pris individuellement permet de profiler correctement et est reproductible. Donc ça veut dire que chacun de ces outils permet de faire le job aussi précisément. C'est tout ce qu'on appelle des silver standards. Aucun de ces outils n'est un standard de référence, donc c'est réglé. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre a priori, par contre ils sont tous bons séparément. Ça c'est bien parce que ça veut dire que dans votre contexte, avec votre budget et avec vos contraintes d'équipement, vous pouvez faire le choix. Le minimum vital actuel étant MySprint que vous allez voir cet après-midi. Et le mieux actuellement, si j'avais moi à en choisir un, je prendrais le 1080 parce que c'est un codeur linéaire. Le 1080, son job c'est de mesurer de la distance en fonction du temps et il le fait à 330 Hz. Et pour moi, le bon compromis actuel, c'est les GPS les plus modernes. Moi, à l'heure actuelle, quand je fais des profils avec des athlètes qui viennent me voir en privé ou pour de l'évaluation, maintenant, on va sur le stade, je leur mets un GPS et je fais tout. Juste par rapport à, juste par rapport à ça, cet après-midi, c'est un peu la logique de notre continuum de formation. Cet après-midi, on va utiliser MySprint, on va utiliser MyJump parce que c'est le plus facile, le plus accessible et que c'est des applis qui coûtent 10 € qu'on peut mettre sur son téléphone ou sur une tablette. On va aussi vous montrer qu'on peut mesurer les hauteurs de saut pour avoir le profil force-vitesse verticale avec un auto-jump. Donc il y en a qui en ont, hein. Je sais qu'au CNE vous avez tout ça. On va faire aussi un profil force-vitesse horizontale avec un radar qui a été développé, et Laurent Butafogui vous en parlera tout à l'heure. Et l'idée c'est d'aller dans le dernier temps de formation sur l'utilisation du 1080, qui pour moi aujourd'hui, enfin pas pour moi, hein, qui est vraiment l'outil ultime spécifique du travail d'entraînement de cette force-vitesse horizontale. Voilà. Donc, vas-y. Si tu as... Alors, je suis entraîneur en cyclisme, moi, donc je m'excuse, c'est une question de néophyte. Sur le premier slide, il y avait 3 joueurs, 3 masses différentes, 3 poids différents. Vous voyez des corrélations de déficit dans tel ou tel domaine par rapport à la masse de l'athlète ou c'est... On a vu tout à l'heure le schéma où il y avait 14 sports différents, plus de 500 joueurs. Et on voyait qu'on pouvait très bien être fort sur les premiers appuis et pas bon en Vmax et inversement. Et nous, c'est des choses qu'on retrouve complètement, même par rapport au même poste. On pourrait se dire, oh, sur le même poste, il faut faire ça et ça. Pas du tout. On peut se retrouver avec des piliers qui sont très très forts sur l'accélération
d'autres piliers qui sont en difficulté et qui sont très très faibles et même en danger par rapport à la F0 sur leurs ischios. Et c'est vraiment individuel. Sur les... Et vous utilisez d'ailleurs le vélo en préparation qu'on peut utiliser dans d'autres sports en prévention des blessures sur la course à pied. Nous on appelle ça plan B. Ouais, voilà, c'est notre plan B. En gros, si le mec a un petit pépin musculaire, on va lui faire des accels répétés au one bike pour que tout le monde ait un stimulus de Pmax dans la semaine. Mais c'est pas notre priorité, quoi. C'est vraiment en cas de problème. Par rapport aux différents types de profils, par rapport à des masses corporelles ou même des aspects techniques ou gestuels, moi je me fais encore surprendre par les profils qu'on trouve. J'essaie de jouer avec les étudiants, dire tiens lui par exemple, tu le connais dans son sport, à ton avis il est déficit quoi, faut que je me teste. Bon, on fait des paris et on se fait encore bluffer. Voilà, on voit le mec un peu pâteau qui se déplace, qui est pas... et il est déficit force. On pensait, vu la façon dont il bouge, qu'il serait déficit vitesse. C'est quand même assez intéressant de ce profilage. Petite question pour Pat, après vous aurez vraiment la parole complètement verte. Vas-y Hervé. Non mais c'est justement pour rebondir sur le cyclisme, vous avez jamais essayé d'éprouver ça aussi avec sur un test vélo, le charge-vitesse sur vélo par exemple? En fait, moi culturellement, je suis l'un des plus anciens là, dans les prépas. Moi j'étais élevé aussi je suis de 75 vélo, et par exemple j'étais en thèse avec Véronique Billat il y a 20 ans, 25 ans. Et quand on parlait de sprint, on faisait la relation charge-vitesse en vélo, bien sûr. Mais maintenant, quand on est dans un sport comme le rugby, on se dit ça serait plus intéressant. C'est donc un truc intéressant, j'ai pas connaissance d'une étude qui ait comparé les deux. Et du coup, on va la faire. C'est-à-dire, parce que pour être simple, mon projet de master, je faisais des forces-vitesse sur une bicyclette, chez des coureurs de 400. Bah oui, c'est ça, c'est après le mettre en lien. Mais pour le vélo, ça pourrait répondre à un autre truc. Alors pour le vélo, il y a des travaux, c'est hyper développé, mais là c'est pour les gens qui courent, on est maintenant passé aux gestes spécifiques, quoi. Mais par contre, je pense que ça peut être intéressant. Alors juste pour le vélo, pour l'instant c'est pas officiel, mais j'ai des données de prep physique de Pistar et de prep physique par des connaissances, mais de la Movistar, qui, quand ils font de la musculation avec les cyclistes, ce qu'ils en font, se sont dit, bah tiens, tant qu'à faire, plutôt que de faire ce qu'on fait d'habitude, on va les profiler, puis on va essayer d'indexer un peu. Et c'est des communications, c'est pas une étude, hein, mais sur ces communications-là, les gars ont trouvé des watts en plus dans ce contexte-là, sur des sprints. Alors tu m'intéresses beaucoup parce que l'année dernière, j'étais l'entraîneur du centre de formation de Chambéry, la G2RU23. Il y avait avec l'Université de Savoie un test qui a été mis en place, dont tu as eu forcément connaissance sur la relation force-vitesse. On est toujours à la traîne en vélo, hein, je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours 10-15 ans de décalage. Le test, on a fait une première batterie de test avec des coureurs. On n'est même pas allé jusqu'à la deuxième batterie de test. Test trop difficile, trop compliqué. Et on est toujours, ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi des choses qu'on puisse maintenir sur la durée. J'ai baigné un peu dans le cyclisme, c'est des mecs qui s'envoient 6 heures dans l'école et qui râlent quand il faut faire 2 sprints de 6 secondes. Non, mais c'est la réalité. Hein. Et là, on parle de culture. Mais par contre, c'est des tests type jump. Non, là, c'était sur la bicyclette. Ah ouais, c'était vrai. Avec une limitation qui était sans doute la difficulté du protocole, qui a rebuté les coureurs sur c'est vrai que dans le déphasage qu'il y a parfois entre le labo et le terrain, c'est des choses parfois toutes bêtes. Ça c'est une réalité que maintenant j'ai acceptée, mais au début moi j'ai vu des trucs, j'ai vu des gens qui refusaient qu'on leur pose des électrodes de MG quand ils couraient. Hein. Donc c'est un... Moi, par rapport à ça, JB, il y a un truc qui me questionne et que j'aimerais bien que la science me réponde un jour. Ok, t'as ton chéquier. Qu'est-ce qui est le plus dur sur vitesse? Est-ce que c'est plus dur musculairement pour les ischios? Est-ce que c'est plus dur de courir à 10% au-dessus de ta Vmax avec 10 kg d'assistance? Ou est-ce que c'est plus dur de courir à 5% au-dessus de ta Vmax avec 3 kg d'assistance? 10 kg d'assistance? Ouais, le problème c'est ça, c'est que 10 kg d'assistance. Ouais, 10, lourde quoi, entre 7 et 10. Moi je pense que l'assistance, peu importe,
Ce qui compte, c'est le résultat et c'est à combien musculairement, c'est à combien tu cours. Tu penses si je vais à 10%, enfin genre à 10 mètres par seconde, ce sera toujours plus dur que d'aller à 9 mètres 60 avec le monde de l'assistance, je pense. Ouais, je pense. Sur les Je retours pense de qu'en fait, blessures, le gros, sur les retours de blessures, il y a un peu des idées là-dessus. le gros problème des ischios, c'est qu'en fait, la contrainte mécanique sur les ischios, c'est la rapidité avec laquelle, la rapidité et l'amplitude avec laquelle vous replacez la jambe devant. Et donc ça veut dire que si ta condition de course elle implique un replacement de la jambe vers l'avant plus rapide et plus violent, elle a plus de contraintes. Et sauf que nous, indépendamment du tout. on a, bon je touche du bois, mais on a quasiment jamais eu de problème musculaire avec une assistance lourde à 7-10 kg, alors que j'ai eu plusieurs problèmes musculaires en faisant simplement des 10 mètres lancés à vide. Tu vois, et ça je te dis c'est sur 200 sprints quoi. Sur la saison, j'ai vraiment un gros échantillon de trucs. Et les vitesses lancées, 10 mètres lancés, j'ai des problèmes musculaires. 10% dessus de la Vmax, j'ai quasiment jamais de problème musculaire. Ma seule explication, elle est toute simple, c'est que quand tu cours par toi-même ou avec peu d'assistance, cette vitesse, elle vient de ton application de force au sol. Si tu me mets une force en plus, tu m'enlèves la nécessité d'application de force. Et tu sais que c'est les ischios qui contribuent beaucoup à ça. Et c'est pour ça que je peux te poser la question. Tu vois. Du coup, ça fait du sens. Ça fait du sens d'avoir cette force horizontale. D'ailleurs, c'était une grande réflexion sur quelles sont les limites du corps humain en vitesse max. Pour moi, c'est exactement comme l'oxygène et l'altitude. Si vous ne pouvez plus avancer à une altitude donnée et qu'on vous met de l'oxygène, vous vous mettez à continuer d'avancer. Ce qui prouve bien que la limitation, c'est ça. Et bien en sprint, c'est pareil. Si tu es capable d'aller à 10 mètres par seconde avec de l'assistance, c'est ça ta limitation de perf. Et donc si ton corps était capable de créer lui-même cette assistance, et donc oui, ça fait du sens que tu aies moins de contraintes sur les ischios à cause de la force produite en main. Oui, j'aurais une question par rapport au profil. Et est-ce qu'on conserve ou est-ce qu'on peut avoir un profil différent pour une même personne en fonction de la forme de déplacement? Ouais, c'est. Tu veux dire entre Toi, saut et je prends un exemple. Je prends un exemple d'un lanceur de javelot qui, sur la phase terminale, c'est une autre forme de déplacement que sur un sprint. Est-ce qu'on pourrait constater qu'il a un profil quand il fait du sprint et un autre profil quand il fait un déplacement type javelot? Alors ça, on ne l'a jamais testé parce que en fait, c'est tout le problème du profil en sprint, c'est que pour mesurer quelque chose, il faut que la situation soit très standard et une phase finale d'élan javelot, c'est très difficile à quantifier en fait sur ce point-là. Oui, mais on pourrait très bien dire, tiens, on fait un déplacement type javelot sur 30 mètres, sans avoir l'objectif forcément de lancer de javelot, hein. Ou de finir par un lancer de balle, etc., de telle façon à ce qu'il y ait des choses qui puissent être comparables. Dans cette zone-là, je pense, c'est vraiment une hypothèse, hein, mais je pense que ça peut être lié. Par contre, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, quand on change vraiment de motricité et de schéma musculaire impliqué, par exemple quand on compare le jump et le saut, chez des gens d'un bas niveau de performance, globalement c'est lié. Mais par contre, dès qu'on passe un certain niveau de perf, chez les rugbymen, on a une déconnexion totale. On a des gens qui sont en force, en verticale et pas du tout en horizontal et vice-versa. Mais là, sur des motricités qui sont proches quand même, j'ai tendance à penser que ça va être lié. Petite question pour Patrick Chassin. On revient un petit peu sur les profils et cette notion de transfert. Donc par rapport à tes années d'expérience, est-ce que tu peux nous dire le mot? Non, mais on a déjà à moitié répondu tout à l'heure. Hein. Nous, on voit bien, mais on ne mesure pas, donc on n'aime pas trop dire ça. Mais on a vu que la puissance maximale de propulsion, on en a un peu parlé tout à l'heure, on a parlé F0, c'était sur les premiers appuis. La puissance max, ça va être sur 6-7 mètres. Nous, au rugby, ça nous intéresse beaucoup parce que finalement, le joueur, pour qu'il franchisse, c'est à peu près ce qu'il fait. Il prend le ballon, il accélère sur 5-10 mètres et il va au contact. Et on s'aperçoit que, par exemple, chez nous, les gars qui franchissent, c'est les gars qui ont la meilleure puissance maximale de propulsion. Donc on voit qu'il y a un vrai lien. En fait, on a 3-4 joueurs qui franchissent sur le terrain. Et c'est les gars qui sont à plus de 2000 watts quand on fait le profil force-vitesse en sprint. Donc on voit vraiment qu'il y a des liens
Il y a un gros transfert entre la puissance qu'on est capable de travailler à l'entraînement et ce qui se passe sur le terrain. On voit la même chose sur le temps sur 30 mètres et particulièrement la vitesse max. C'est nos joueurs qui ont des plus grosses Vmax qui sont disponibles sur l'appui et qui font nous faire des évites de vite. Vous avez Ange là avec l'équipe d'Italie il y a 15 jours, on voit qu'il a beaucoup de réserves de vitesse et du coup il peut traverser tout le terrain et marquer les essais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 ans, il courait vraiment pas vite. Le mot que vient de prononcer Patrick, pour moi, il est fondamental. La réserve de vitesse. C'est-à-dire, quand tu opères sur le terrain ou en javelot ou dans ton geste spécifique, est-ce que tu es à très proche de ton max absolu ou est-ce que tu as de la marge? Parce que si tu as de la marge, ça veut dire que la sollicitation neuromusculaire, métabolique, elle est plus faible. Et ça, c'est ce qui justifie, de mon point de vue, qu'on doit envisager de développer la vitesse maximale de course dans des sports où, a priori, ce n'est pas forcément un facteur de performance important. Je pense au demi-fond, je pense au football, je pense à des sports comme ça où en fait on se dit mais Vmax, je m'en fous parce que je fais du 800 et je cours à X% de ma Vmax. Mais l'idée, c'est que si ce X% de ta Vmax, il est sur une Vmax plus élevée, et bien relativement parlant, tu es loin de ta réserve. Et j'ai le même discours sur la réserve de force. Quand j'interviens auprès des trailers et que j'essaye d'impulser le travail de renforcement musculaire pour la performance, je parle de notion de réserve de force. Quand tu as un appui énorme sur une pierre ou dans une descente et que ça va générer 2000 newtons dans ton corps à gérer, est-ce que ces 2000 newtons, c'est proche de ta limite, en demi-squat par exemple, auquel cas ça va être compliqué quand même d'enchaîner les pas dans cette descente, ou est-ce qu'on est loin de ta limite? Et pour remonter la limite, il n'y a pas 50 solutions. C'est faire du boulot de Vmax pour augmenter Vmax, faire du travail de force pour augmenter force max. Cette notion de réserve, elle est sous-exploitée. Elle est bien connue physiologiquement sur des disciplines type endurance. Elle n'est pas assez maîtrisée et intégrée sur l'explosivité. Donc là, il se dessine vraiment des indicateurs clés de la performance, là, les fameux KPI. On voit vraiment, nous les joueurs, on veut qu'ils soient le plus puissants possible. On va travailler donc avec des luges lourdes, des luges légères pour améliorer la Pmax. Parce qu'on voit bien que plus les joueurs ont de la Pmax, plus c'est facile de franchir et de casser le rideau. On voit que plus le joueur court vite, plus il est disponible, plus il peut mettre d'appui, plus il peut faire des évitements. On voit que plus le joueur est puissant, donc ça correspond plus à la relation force-vitesse-saut. Quelqu'un qui, avec 60 kg, nous fait un saut de plus de 30 cm, sur le plaquage, il va y avoir du monde. Et il y a des grandes chances que le plaquage soit positif. Quelqu'un qui, par contre, avec 60 kg, il nous fait que... Il y en a certains qui font 12 cm. Bon, ça va être compliqué pour faire des plaquages positifs. Parce que la puissance des membres inférieurs, c'est pas la même. Donc on voit vraiment, il se dessine déjà là nos KPI, on va travailler là-dessus. Mais après, il faut rester aussi honnête, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait... On le voit, mais on n'a pas fait de travail statistique dessus et on n'a pas mesuré in situ des choses qu'on pourrait peut-être faire dans quelques années et voir vraiment, ce joueur-là, il a progressé de manière athlétique, il court de plus en plus vite, il est passé de 9 mètres à 10 mètres secondes et sur les terrains, il nous court régulièrement à 9,60, 9,70, 9,80 et il marque des essais, des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc nous, c'est ça, c'est la prochaine étape où on voudrait aller. C'est vraiment mesurer in situ, sur le terrain, à l'entraînement, en match. Quand mon joueur court de plus en plus vite, je le vois à l'entraînement et surtout je le vois en match. Toujours par rapport au profil, donc vous faites quasiment plus de verticaux. Si, on fait du verticaux, mais on voit bien, là on en a parlé un petit peu, ça veut dire que le profil vertical, c'est un test un peu global, qui va nous donner un bon indicateur, c'est la puissance des membres inférieurs. C'est un bon test, mais au rugby, on court. Donc forcément, le profil force-vitesse-sprint, il prend une grosse importance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut être très bon, par exemple, nous on a des joueurs qui ont une grosse puissance des membres inférieurs et qui sont mauvais sur l'accélération, parce qu'ils n'arrivent pas à transférer. Donc c'est quoi le travail qu'il faut faire? La puissance des membres inférieurs, c'est ok, mais il faut qu'ils fassent du travail de sprint, du travail technique sur les 5-10 premiers mètres. Pour répondre à ça en complément, au tout début, j'avais le discours, notamment par nos résultats qui montraient que ce n'était pas corrélé, de dire si votre sport induit du sprint, c'est totalement pas pertinent de faire le vertical. Et en fait, j'ai changé d'avis sur un point.
Et c'est une discussion avec les prépas de l'équipe de France A7 dans la préparation pour Rio. On a vraiment été au plus proche des choses. Et un jour, on débriefe les résultats du test de sprint. Et il y a un joueur de l'équipe de France qui avait un DF0 en sprint les plus faibles du groupe. Et Julien Robineau, le prépa de l'équipe, me dit c'est bizarre parce que dans tous les 1RM de muscu sur le membre inf, c'est un des meilleurs du groupe. Donc j'arrive pas à comprendre comment c'est un des plus bas F0 en sprint alors que c'est un des meilleurs du groupe. Et en fait, ce joueur-là, il avait un énorme problème d'orientation de sa poussée, donc de technique de démarrage. Et ça veut dire que si on n'a que le F0 en sprint, on ne sait pas si c'est un manque de qualité technique de transfert d'une qualité de force élevée si on ne sait pas cette force élevée. Donc eux, ils avaient des tests de 1RM en demi-squat en presse, mais ça veut dire que moi, le F0 du profil vertical, il me sert parce qu'il me dit, est-ce que ce joueur, de façon non spécifique, il a des bonnes qualités de force max? Parce que si ce n'est pas le cas, je peux éventuellement recommander un travail de force max en salle pour quelqu'un pour améliorer son sprint. Par contre, si c'est le cas, et qu'il a un très bon F0 en salle et un très mauvais F0 sur le terrain, alors là je sais que ça va vraiment être un problème, et on a filmé le joueur au ralenti pour un entraîneur d'athlète, c'est passionnant, le gars au bout d'un pas il est comme ça, il pistonne vers le bas alors qu'il a d'extrême. Et donc je dis le profil vertical va me servir juste pour me dire est-ce qu'il y a de la force dans la machine ou pas. Et l'inverse c'est vrai, des fois on a des gars avec des bons RF, ça veut dire qu'ils inclinent bien, mais en fait le moteur n'est pas terrible, donc là il va falloir travailler en puissance dans le stade. Alors, une question par rapport au profil là. Là, on parle de quelque chose qui est sur un temps très court. Un match de rugby avec des 80 minutes. Après, dans d'autres sports aussi, c'est des répétitions de vitesse. Comment ça vous contrôlez aussi? Non, ben nous c'est super parce qu'en fait. C'est bien de faire une fois, mais tout à fait. Peut-être 1 fois, c'est un peu les questions qu'on se pose. Parce que, en fait, moi j'ai commencé à faire une thèse avec Jean-Benoît et on se pose des questions. On voudrait que d'autres prépas fassent des thèses. Et donc là, le test de Rob, on voudrait l'orienter sur le travail in situ justement pour que ça soit, on comprenne le transfert sur le terrain. Et si Lucas aussi fait sa thèse, on voudrait que ça soit sur les sprints répétés, sur les efforts répétés. Parce qu'on voit des profils où il y a des punchers qui sont très bons sur 2-3 actions. Et puis après, ils ne peuvent pas répéter. Et ça nous intéresse aussi. Oui, parce que ça change fondamentalement le rôle qu'ils peuvent avoir aussi. Lucas peut en parler mieux parce qu'il a commencé à faire des tests justement sur ces on a attaqué, mais après on a eu le problème de... Il n'y a pas de test spécifique à l'heure actuelle sur le sprint. Du coup là on est vraiment on a déjà essayé une forme de test qui est assez éloignée de ce qu'on peut voir dans le rugby, mais qui nous donne déjà des premières réponses. Et là le but c'est d'avancer sur le développement de ce test-là qui permet de tester ses capacités. Et forcément, un avant, on va lui demander de répéter. Un sprint, c'est pas forcément un sprint de 50 mètres. Hein. Pour moi, un 5 mètres, c'est un sprint. 10 mètres, c'est un sprint. C'est un engagement maximal d'accélération. Donc peut-être que répéter de la puissance max sur 10 mètres chez un avant, ça va être quelque chose qu'on va devoir évaluer. Alors que chez un 3/4, avec des temps de repos beaucoup plus longs entre chaque sprint, et sur des distances de course beaucoup plus longues. Donc en fait, on va se retrouver avec des tests vraiment... Le but, c'est d'être le plus spécifique possible. Pour l'instant, c'est le tout début. Ce qui se reproduit dans beaucoup de sports, il y a très peu de sports, on a à part du 60 mètres en salle. Mais nous, en ski alpin, c'est pareil, c'est fait fort, fait vite, mais il faut répéter aussi sur une 20, une 30, donc voilà. Moi, par l'entraînement, je pense que tu as aussi la filière aérobie quand même. Où on répète la phosphocréatine, on voit quand même que si on va vite et qu'on a un système aérobie qui est pas mal construit, ça va nous aider à répéter ces sprints. Il y a des études qui ont sorti un petit peu là-dessus quand même. Ouais, en fait, alors je sais pas si vous avez suivi ça ou s'il était déjà reparti, mais autour de Matt Cross et de Pierre Samosino, il y a une étude qui est en cours là sur un profil qui va s'appeler force, vitesse, endurance. C'est-à-dire qu'on va ajouter une 3e dimension. Et en fait, sur le profil force, vitesse, endurance, on voit 2 choses. La première, c'est que effectivement, les choses bougent avec la répétition des efforts. Donc en fait, c'est assez simple à faire, entre guillemets, c'est qu'on fatigue les gens et on voit ce qui se passe dans cette 3e dimension. Et la deuxième chose, qui est passionnante, c'est qu'elle bouge de façon, là aussi, individuelle. C'est-à-dire qu'après le même nombre de répétitions d'efforts, les gens qui avaient au départ un même profil force-vitesse peuvent avoir un profil force-vitesse-endurance différent. Et donc là, on va ajouter cette dimension, et je suis complètement d'accord. Vous avez des joueurs qui ont des évolutions de profil marquées, d'autres beaucoup moins. Et ce qui compte, c'est effectivement où est-ce qu'on se place. Donc là, on est en train de rajouter cette 3e dimension. Pour vous donner les détails, c'est à Chambéry que ça se passe, et c'est Pierre Samosino et Baptiste Morel qui œuvrent là-dessus.
Il y a déjà eu effectivement une première publication où on a présenté cette troisième dimension. Par rapport à la performance, après, c'est plus important aussi. Quoi. Quand on regarde, là, c'est une performance de C'est ça. terrain sur un sprint, mais après, c'est de reproduire. Mais tu as aussi cette notion de réserve de vitesse. Ouais. On peut penser que quelqu'un qui fait 10 mètres secondes, pour répéter des efforts à 9 mètres secondes sur le terrain, ça va l'aider. Oui. Une question. Non, je me posais une question, mais apparemment ça a peut-être plus ou moins été répondu, il y a eu une absence. C'était le F0 en sprint, est-ce que vous voyez une corrélation sur la force de pousser Vertical. Non, la force de pousser en mêlée, mais la poussée instantanée sur le RFD, sur le... Non, on verrait plus, je pense, sur le F0, sur la relation force-vitesse-saut. Là, il y a Et sur le RFD, je ne sais pas si vous le calculez à la mêlée, vous n'y voyez pas de... Non, par contre, le F0 sur le saut, là c'est intéressant. J'interviens juste une minute. Je pense que ça serait bien que quand les gens prennent la parole, se présentent juste leur nom et le sport, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent, mais il y en a d'autres qui ne se connaissent pas. Et donc, pour la mêlée, on va faire un test de force max. On aura, par exemple, un test de squat, ça sera un meilleur indicateur que le F0 du squat, le F0 du saut. On va faire un test de force max pour la mêlée. Tout ça, c'est du travail de qualité. Et comment vous gérez un petit peu, on va dire, l'engagement de l'athlète? Parce qu'on sait que les athlètes, ils ont des engagements dans l'entraînement qui c'est pas toujours très fiable. Hein. Des fois, il y a des jours ça va bien, des jours ça va moins bien. Et comment vous gérez ça? Et aussi, est-ce qu'à un moment donné, dans une séance, vous êtes amené à les arrêter parce que vous estimez que le niveau de fatigue, il fait que c'est plus la peine d'aller plus loin et c'est plutôt contre-productif plutôt que d'apporter quelque chose? Comment vous le gérez ça? Je peux répondre à ça. En gros, c'est fondamental. Tu as entièrement raison. Moi, c'est ma marque de fabrique un peu, le truc que si tu passes à côté, déjà, tout ton process s'écroule. C'est que quand tu démarres une séance de vitesse, pour moi, tout ce qui n'est pas fait à vitesse max, à engagement max, à intention max, c'est pas du travail de vitesse. C'est de l'échauffement, c'est je sais pas, ce que tu veux. Et moi, dès que je te dis on fait une séance de vitesse, on a 15 minutes de vitesse, on a 15 minutes d'effort à 100% d'intensité. Pour ça, j'ai deux leviers qui influencent cet engagement. Le premier, c'est de donner des feedbacks aux joueurs. Et moi, de conserver des feedbacks dans une base de données qui me donne chaque semaine de la saison. Comme ça, je peux voir par rapport à sa moyenne sur la saison, est-ce qu'il est en dessous de sa moyenne, est-ce qu'il est au-dessus de sa moyenne, est-ce qu'il est proche de son record personnel. Donc moi, direct, j'ai un état de fatigue, enfin, j'ai un bon aperçu du niveau de forme du mec. Et si j'ai pas de feedback sur ma séance, il faut que j'ai de la compétition entre deux mecs. Si j'ai pas de feedback ou pas de compétition, je fais pas de la vitesse. Je fais... Tu fais confiance. Ouais, mais si tu fais confiance, tu fais pas de la vitesse. C'est certain. Et ça arrive très régulièrement, tu vois, sur un groupe de 40 joueurs, que j'ai un mec qui arrive sur ma séance, qui, pour plein de raisons différentes, après à nous de la trouver, hein, mais est loin de son niveau de perf du moment, bah, poum, j'ai un voyant qui s'allume, je vais ouvrir la discussion. Est-ce que tu as un petit problème, je sais pas, musculaire? Est-ce que c'est plutôt un problème psychologique? Et après, il faut que ça ouvre à des choix. Mais moi, j'ai régulièrement des mecs qui arrêtent la séance au bout de 2-3 passages parce que de toute façon, vouloir développer des qualités de vitesse sur un mec qui ne s'engage pas, ben, plutôt aller faire autre chose parce que tu perds ton temps. On considère aussi sur la fatigue que les semaines, si 2 semaines consécutives, on voit les performances vraiment chuter en vitesse et notamment sur l'accélération, on considère que le joueur commence à rentrer dans une fatigue chronique et c'est l'élément vraiment le plus parlant pour nous sur le monitoring de la fatigue. Et du coup, on va mettre des voyants, comme disait Ben, ce joueur est à risque de blessure. Là, il a enchaîné 6 matchs consécutifs. On va communiquer avec les coachs tout de suite pour essayer de trouver une solution, soit pour l'alléger dans la semaine, parce qu'il est indispensable pour le week-end. Donc on essaye d'avoir une communication comme ça avec les coachs. Ça permet d'engager la discussion avec eux et de donner des billes sur l'état de fatigue du joueur. Là, attention, ça serait bien de l'aménager sur toute cette semaine, voire de le laisser au repos ce week-end. Ça, il n'y a pas d'études dessus, hein. Mais nous,
à l'entraînement, on va dire, ça fait 5 ans qu'on commence à faire les profils. On s'aperçoit que quand on a un joueur, par exemple, qui enchaîne des matchs, la F0, elle a tendance à descendre. On voit pas sur les exos de muscu. Que si on faisait un test de saut, On voit pas il le va saut. s'organiser un peu différemment, il va descendre un peu plus bas, et finalement, il va sauter à peu près pareil. Alors que nous, mais il n'y a aucune étude dessus, hein, on n'a pas. Mais c'est des choses qu'on voit. Ça veut dire que quand le joueur fatigue, eh ben, c'est F0, ses capacités d'accélération là, sur les premiers appuis, tout de suite, c'est la première chose, le premier paramètre qui se dégrade. C'est des choses que nous, on voit régulièrement, donc on s'en sert, parce qu'on trouve qu'actuellement, c'est le paramètre le plus sensible pour mesurer la fatigue de nos joueurs. Mais est-ce que par rapport à ce que tu dis, du coup, est-ce que juste la récup fait qu'il retrouve son niveau de base F0 Super question. Ou est-ce que passer par du V0, ça permet peut-être de... Il y a des moments où on se disait ça, on voyait des joueurs qui enchaînaient des matchs, on disait « Oh, il a F0, se casse la gueule, il est en danger pour ses ischios, donc il faudrait qu'il fasse plus d'accel. » Ouais, mais en fait, ton joueur, il est fatigué. Il fait l'inverse. Et dans ce cas-là, c'est là où tu t'aperçois que quand tu fais récupérer le joueur, ça remonte. Bah après, ouais, tu as une info, après à toi de faire le bon diagnostic, quoi. Et là, le choix que tu vas faire, il est vraiment important. Parce que si tu fais le mauvais, tu peux péter le mec. Et là, c'est fort. Juste pour finir, moi j'en suis arrivé par exemple sur une séance de vitesse. Je mets un intervalle, c'est-à-dire je suis avec les cellules, et puis il court. Tant qu'il reste dans l'intervalle, il continue la séance. S'ils sortent de l'intervalle, ils arrêtent. Ce qui veut dire que en fait, le nombre de répétitions n'est pas prédéterminé. Tant qu'ils sont capables de rester dans l'intervalle, hein, il y a des fois, ils vont faire 6, 7, 8 répétitions, puis des fois, ils vont en faire 2, point à la ligne, mais là, on arrête. Et là, on peut aller encore un peu plus loin, on n'en a pas parlé, mais on a la chance maintenant d'avoir un radar automatisé. Ça veut dire que quand le rugbyman ou l'athlète court, il pourrait revenir et on a tous les paramètres cinétiques de sa course, la F0, la V0, la Pmax. Donc à la limite, on pourrait même envisager que par rapport à ton paramètre, le temps est le même, mais il s'est organisé différemment. Et peut-être que là aussi, ça peut être dangereux. Donc on pourrait aller encore un peu plus loin. Ça veut dire que nous, à chaque sprint, on a tous les paramètres au lieu d'avoir juste le temps. Et on voit par exemple, il y a un paramètre qui est en train de s'écrouler, alors que le temps n'a pas trop fluctué. Et peut-être que c'est le moment d'arrêter. D'où l'idée de partager les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens de... Ouais, exactement. Ça y est. Ça y est. Ouais, ça c'est le luxe. Je suis athlète, hein, je suis un rugbyman. Non, tu disais un truc super intéressant et selon moi sur l'engagement de l'athlète sur la séance. C'est certainement très compliqué à faire en rugby quand tu as un entraînement collectif, que nous on ne fait pas assez en vélo, c'est de s'orienter vers autre chose quand à l'instant T sur la séance on voit que l'engagement n'est pas là, quoi. Donc, Essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Mais c'est ça qui est super aussi dans notre job, c'est que c'est pas binaire, quoi. Tu vois, tu vois un truc, mais il peut y avoir 50 raisons. Et du coup, bah là, il y a la communication qui rentre en jeu. Tu parles avec ton gars, il peut y avoir 150 raisons. Hein. Donc à toi de trouver la raison et de prendre la bonne décision en fonction de ce que tu découvres. Et pour revenir sur ce que dit Martial, qui est très juste, nous on s'est aperçu que tout à l'heure on parlait des gens qui arrivaient par rapport à... On a des rugbyman qui font du sprint depuis 3 ans, et on a un joueur qui arrive, qui n'a pas fait vraiment de sprint dans les autres clubs, il va supporter beaucoup moins le volume. On peut avoir des gars qui font 4 sprints quand on en a d'autres qui en font 2, parce que forcément, vu qu'ils n'ont pas régulièrement sprinté, il va falloir adapter leur volume. Donc c'est exactement sur la même vision. Ouais. Sylvain Chapelle, je suis sur les scales de vitesse. J'ai une question par rapport... là, vous parlez des joueurs que vous avez aujourd'hui sous la main. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un avis sur le recrutement et dans ce cas, qu'est-ce que vous cherchez comme profil justement sur le recrutement? Ça c'est top, hein, parce que les coachs, ils recrutent des profils de joueurs. Tu vois, par exemple, ils vont chercher un mec qui casse la ligne, un mec puissant, un porteur de balle qui va franchir le rideau. Ils recherchent ce profil-là, ils recrutent un mec, parce qu'ils ont vu 2-3 highlights, et ils disent ouais, le mec il a franchi le rideau, il est hyper puissant. Et nous maintenant on a la capacité de le tester, et le mec il fait 1300 watts. Et il a franchi le rideau parce que l'équipe en face c'était des... Et sauf que ça coûte 15 000 € par mois, tu vois. Du coup si tu fais une erreur,
eh ben, ça peut vite vider ton portefeuille et avoir et impacter directement le résultat d'équipe. Donc ça peut être une aide à la Donc décision. nous, on dit au coach, bon ben voilà, tu as deux mecs similaires sur les vidéos, sauf qu'il y en a un qui a 2000 watts et l'autre qui a 1500 watts. Donc sur les données physiques, on peut te donner une indication de plus pour faire ta décision, quoi. Le problème après qu'on a sur le recrutement, là, sur cette question-là, c'est que les mecs, on les voit pas forcément avant qu'ils signent, quoi. On arrive à pas le faire. les tester avant. Si, mais c'est rare. ça arrive. Ça dépend. C'est rare. En général, ça arrive sur les jeunes ou alors les ok. joueurs qui viennent d'un niveau un peu en dessous, où les clubs mettent moins de pression sur l'athlète et du coup il est plus disponible, il peut venir un peu plus facilement. Et là, on a la main mise sur le testing. Par contre, ça arrive pour un quart des joueurs. on va dire. Trop peu à notre goût. Par contre, chez les jeunes, nous encore cette semaine, on a eu deux jeunes, 3 quarts, avec des postes clés où il faut avoir des qualités de vitesse, notamment un, au 15. Et directement, il est venu, il a couru, on a fait son sprint, on a fait son force-vitesse. En instantané, on peut lui faire un retour. Il peut se placer par rapport aux autres. Le coach peut le placer par rapport aux autres. Et lui, dans ce cas-là, il fait un temps stratosphérique ce jour-là. Alors voilà, l'œil du coach qui dit j'ai l'impression qu'il va vite, on le conforte ou pas. Et à l'inverse, on a eu d'autres joueurs qui sont venus se faire tester. On s'est rendu compte que la Vmax était vraiment pas terrible, les qualités d'Axel n'étaient pas terribles. Des fois, il y a un et l'autre et on se dit on a des marges de progression faciles sur l'Axel plus que sur la Vmax. Donc c'est un gamin qui a peut-être un plus haut potentiel. Après, avec toute la limite que ça a, c'est qu'une pièce du puzzle, mais c'est important. D'où le gros enjeu des tests in situ. Là. Si vous pouvez c'est tester ça. sur les compètes sans une forcément être une lecture beaucoup plus approfondie. Mais là où on disait tout à l'heure qu'au foot, ils veulent faire du in situ pour pas tester les joueurs, nous on n'est pas du tout sur cette vision-là. Pour nous, il y a vraiment les deux sont super intéressants. Au football, les joueurs coûtent tellement cher qu'ils ont peur de les faire sprinter. Alors que nous, on est convaincus, comme on vous donne les résultats là, c'est pourquoi les joueurs s'améliorent au fil des années. C'est parce qu'on ne se contente pas de faire l'in situ. On ne se contente pas d'entraîner les joueurs de rugby à faire du rugby, mais on les entraîne en vitesse. Et c'est pour ça qu'au fil des années, ils courent de plus en plus vite. Le problème de faire que du rugby aussi, nous par rapport aux différents postes que les mecs ont sur le terrain, c'est qu'ils balayent qu'une partie du spectre en fonction de leur position. Et du coup, le fait d'avoir ce travail en salle, ça permet un pilier, un avant qui va globalement être sur l'accélération au cours du match et qui va très peu se retrouver sur des situations de vitesse max. Il a l'opportunité dans la salle d'y aller et du coup de travailler sur son profil dans la globalité. Donc là, on voulait vous montrer sur 3 ans un petit peu l'évolution de nos données. Donc là, c'est les données de... Ok, c'est les données de puissance. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on développe beaucoup de puissance vers 6-7 mètres. Donc pour nous au rugby c'est super intéressant, on prend le ballon, on accélère, on arrive au contact. Donc c'est des données qu'on regarde beaucoup parce que ça fait partie de nos KPI. Et en rouge vous avez la première saison, on a mesuré la vitesse, on a fait ce travail de monitoring tous les 1 ou 2 mois régulièrement pour pouvoir voir l'évolution des joueurs. Et ce qui était intéressant, sans faire de travail individualisé en première année, donc sur les données rouges, et on s'aperçoit que nos joueurs couraient plus vite en pré-saison qu'en saison. Plus de puissance, ça veut dire qu'en fait ils avaient plus de puissance là où c'était le moins important. Parce qu'en fait en pré-saison on ne fait pas de match et en saison on fait des matchs. C'est là qu'on aimerait bien que les joueurs soient puissants. Donc ça c'était notre bilan de la première année. Et la deuxième année, on a entraîné les gars beaucoup plus individualisés. Et on voit que ça les a impactés, parce qu'en pré-saison, ils étaient un peu fatigués, ils couraient même moins vite. Par contre, on avait un gap déjà, c'est qu'en saison, ils développaient plus de puissance que l'année d'avant. Et on a travaillé sur la longueur, et je pense que c'est important de prendre le temps de construire, prendre le temps de construire une philosophie d'entraînement. Et les données sur du haut niveau, c'est pas des données comme des sédentaires, ça prend du temps. Et là, on s'aperçoit par exemple que la 3e année, là c'était tout bénef. Ils étaient bien meilleurs en pré-saison, mais surtout ils étaient bien meilleurs en saison. On a eu un gain, donc pour que vous ayez des ordres de grandeur, on a eu un gain de 13% de nos joueurs. Donc là, on parle de joueurs qu'on fait les 3 années. On parle de joueurs qu'on fait tous les tests sur 3 ans. Donc sur la 3e année, ils développent 13% de plus de puissance en moyenne que sur la première année en saison. Donc pour nous, c'est des gains de l'ordre de 200-250 watts.
Et c'est des gains qui sont notables sur du haut niveau. Là, sur un tube de dentifrice qui est déjà bien vide, 13% pour nous, c'est hyper significatif. Ça veut dire que ce choix-là, on va le conserver. C'est une moyenne. Si on regarde d'un point de vue individuel, c'est là où c'est peut-être encore plus intéressant, parce que tu as des mecs où tu as vraiment appuyé sur le bon on a vu des joueurs qui se sont vraiment transformés. Mais déjà 200-300 watts, c'est très notable au niveau de la puissance. C'est Hervé Beaufort, chez le Centaure. Je veux savoir, est-ce que vous avez vu aussi une baisse du nombre de blessures en fait? On en parle juste après. Transition. Ouais, mais c'est une bonne question parce que si tu améliores tes perfs mais qu'il y a plus de blessés, c'est une question qui est tout à fait. Sur les 3 ans, globalement, on verra, il y a vraiment on a constaté une baisse des blessures sur les ischios notamment. Après, juste pour conclure, ou si tu veux continuer, mais ces résultats, ils sont à remettre dans le contexte d'un staff. Enfin, on ne travaille pas qu'avec avec des sprinters en athlée, on travaille avec des rugbyman qui ont beaucoup d'autres facteurs à gérer dans leur semaine. Et en fait, si tu veux réussir à avoir ces résultats-là, il faut être carrément en lien avec les autres membres du staff. Et il faut que la place de la vitesse dans le processus d'entraînement soit vraiment reconnue. Et il faut surtout que tu arrives à manager ta charge d'entraînement pour pas que la surcharge d'entraînement ait l'impact, parce que la surcharge d'entraînement elle impacte directement ta qualité de puissance et de vitesse très fort, quoi. Donc si tu veux réussir à avoir ces résultats-là, il faut que tu sois vraiment en cohésion avec les autres membres du staff et que tu arrives à manager ta charge d'entraînement au mieux, quoi. Et c'est un vrai challenge. Et c'est pas toutes les saisons tu vas refaire ça sans problème. Juste pour en finir avec les diapos, c'est les seuls résultats qu'on va vous montrer. Hein. On a bien développé la puissance max, 13% sur du haut niveau, c'est vraiment notable. Et là, c'est pareil, on a donc en rouge la première saison, la deuxième saison, la troisième saison. C'est le temps sur 30 mètres, donc en fait, forcément, plus il diminue, plus la perf est bonne. Donc c'est la même chose, on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans, on a des gains, on court 4% plus vite sur la Vmax. Et on parlait tout à l'heure de la difficulté de développer la Vmax. Mais pour nous, en tout cas, le fait d'avoir fait de la survitesse, le fait d'avoir individualisé l'entraînement, ça a été payant parce qu'on a vraiment des résultats significatifs, même sur la vitesse max, qui est plus dure à améliorer que la puissance max pour le rugby. Rémi Sauvé, je suis prep physique à la Fédé de ski. On voit sur en pré-saison, la puissance max en saison 2 est moins élevée qu'en saison 1, mais paradoxalement, on voit que les temps aux 30 mètres sont aussi bons, voire meilleurs. C'est quoi? C'est vos choix qui ont fait que vous vous êtes dit, allez, on va à fond dans la vitesse et on délaisse un peu ce départ d'accélération? Pas du tout. On en a parlé tout à l'heure, c'est la fatigue. Okay. Ça veut dire que le fait d'avoir individualisé l'entraînement, ça les impacte. Et on fait nos 2 séances de vitesse dans la semaine à tout le monde pendant 8 semaines de pré-saison. Et les gars sont fatigués. Donc tu vois, ils ont des F0 en fin d'entraînement qui sont pas si bonnes parce qu'il y a de la fatigue. Par contre, dès qu'on va nettoyer la fatigue, hop, ça remonte en saison. Parce que la progression relative, en tout cas de la moyenne du groupe, est la même entre la saison 2 et la saison 3. Sauf que la saison 3, c'est pas plus haut. Donc je me demandais si c'était que vous étiez dit, allez, on va à fond sur la vitesse max. C'est ça qui est intéressant. La saison 3, on se dit, ah merde, on n'a peut-être pas fait assez d'accélération. C'est une super question, tu as vu, c'est pour ça qu'on a fait l'effort de vous montrer le bloc de 3 semaines. C'est qu'on a entraîné exactement de la même manière en saison 2 et en saison 3. Je pense que c'est pas une anecdote que c'est parallèle. Oui, c'est pour ça, et je me disais comme ça va plus bas, peut-être. Parce que tu as vu, on envoie la même piqûre, et finalement on a à peu près la même réaction, sauf que on voit que la première fois qu'on a fait ça, donc c'est pas qu'on n'a pas travaillé la F0, c'est qu'on a beaucoup travaillé la F0, et heureusement qu'on a fait de l'affûtage pour préparer la saison, parce que les gars sont fatigués en pré-saison. Et je reviens sur la fatigue, Lucas Bernat, ça fait la clé. Au niveau de la fatigue, tu disais que tu avais par exemple sur tes intentions max sur des sprints des baisses significatives, voire même qui vous amenaient à modifier le contenu de la séance. Est-ce que c'est corrélé avec des marqueurs biologiques, des moyens d'évaluer la fatigue, des questionnaires? Est-ce que ça se retrouve autrement que sur cette avec le well-being un peu? Ça peut. Mais le truc c'est qu'on n'a pas les moyens et pas le temps d'avoir trop de marqueurs de la fatigue.
Parce qu'en fait, on l'a là, notre marqueur de fatigue. Enfin, pour nous, de par notre expérience, on a essayé plein de trucs. Et celui-là, c'est le meilleur. Et du coup, bah, on ne prend pas forcément le temps de le croiser avec d'autres marqueurs biologiques. Mais en tout cas, pour nous, on n'a pas les moyens c'est aussi plus de facile à faire des mettre en marqueurs place. biologiques. Ça serait intéressant de voir s'il y a un lien avec des marqueurs biologiques, mais c'est des choses qu'on a, des tests salivaires, des choses comme ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout mis en place. Oui, ou autre moyen de quantifier juste le ressenti de la charge ou la fatigue. Les RPE. Après, c'est quand même bien relié avec les RPE. Enfin, je quantifie les charges hebdomadaires et on voit quand même pas mal. Bon, on n'a pas fait de stats, de corrélation, tout ça, mais les semaines où on fait des extra charges de fou, bah, la semaine d'après, les qualités de vitesse, les mecs ils font de la mal, quoi. C'est empirique, c'est mon ressenti, mais c'est quand même assez reproductible. Après Robin, pour continuer à explorer un petit peu l'ensemble des sujets là, qui sont toujours liés à nos profils et à cette relation force-vitesse par rapport à tout ce qui est réa, prévention, réathlé, qui est spécialiste là, sur le sujet. Et ben, on a déjà pas mal parlé au final à travers les questions et à travers aussi la présentation de JB. Mais pour nous, le lien entre la vitesse et la prévention, il se fait sous ces trois paramètres. Donc le premier, c'est notamment tous ces aspects de force horizontale qui a, au regard de l'étude faite par Pascal Edouard, dont on parlait tout à l'heure, un effet protecteur sur les lésions aux ischio-jambiers. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre au fur et à mesure de la saison. C'est un paramètre auquel on va vraiment prêter une attention particulière et qui nous met des signaux d'alerte sur justement les mecs à risque ou pas sur les blessures aux ischios. Le deuxième, c'est juste faire en sorte déjà que les mecs sprintent chaque semaine. Avant qu'on ait cette philosophie d'entraînement, en fait, les mecs on fait de la vitesse très bien et on reste à 85%, 80% de la Vmax. Et au final, c'est pas vraiment de la vitesse. Sur les ischios, le stress mécanique, ça n'a rien à voir. Donc déjà, le fait d'entraîner tout ça, ça fait sprinter les joueurs toutes les semaines, minimum 90-92% de la vitesse max, soit sur le terrain avec les GPS, soit dans la salle avec le travail de vitesse. Et maintenant, au final, sur une semaine classique, les mecs ils sprintent pas une seule fois dans la semaine au-dessus de 92. Ils vont tous chercher de la survitesse toutes les semaines. Donc, sur le point de vue blessure aux ischios, on va vraiment voir une corrélation entre ce nombre de passages à vitesse max dans la semaine et le nombre de blessures aux ischio-jambiers liées au sprint. Et après, le dernier volet sur le côté vitesse et prévention, donc c'est détecter la fatigue et détecter aussi les déficits droite-gauche. On a la chance d'avoir un 10-80 qui nous permet aussi de voir combien on produit de force sur chaque appui. Et sur le retour de blessure et aussi sur la prévention, ça nous permet de voir un mec qui est en galère avec une cheville et qui traîne justement cette petite gêne à travers le temps, qui reste dans le groupe. Ça va nous permettre de peut-être faire un travail spécifique en dehors du terrain avec les kinés ou dans la salle en prépa et d'essayer de gommer ce déficit pour que le mec il revienne vraiment à 100% de ses capacités et en étant le plus équilibré possible. Ouais. Jérémy, qu'est-ce qui détermine chez toi le passage de je suis fonctionnel, je suis fort à la reposition? On va en parler tout à l'heure sur le retour terrain, suite à une blessure aux ischios notamment. On a tout un process avec beaucoup d'étapes à passer et s'il valide l'étape, on va aller chercher la prochaine, etc. Mais le but c'est dès le début, entre guillemets, on le remet en mouvement par contre. On n'attend pas 3 semaines avant de le remettre en mouvement. Peu importe la lésion musculaire, peu importe le grade, on essaye à J+2, J+3 de le remettre tout de suite sur des gammes. Alors, des fois ça sera en marchant parce qu'il est incapable de lever vraiment le genou. Il y a toujours cette notion de mobilité qui est importante. Mais dès qu'on peut, on le remet sur des gammes, on le remet sur des gammes lestées avec des petites luges légères, avec juste des résistances élastiques. Et l'objectif c'est de le remettre le plus vite possible en mouvement et du coup il va pouvoir passer tous les steps et ça va donner de la confiance aux joueurs, ça va donner aussi confiance pour le remettre à des intensités plus élevées parce qu'on a déjà
quelque chose de mesuré et on a déjà des clés sur la suite. Juste pour rebondir, il y a des grosses différences en fonction des stades, d'un même stade de blessure, de lésion, par exemple sur un ischio. Si on ne fait pas tout ce travail précoce, on se rend compte qu'on peut louper des étapes. Si on se dit j'attends 2 semaines pour qu'il fasse ça, 3 semaines pour qu'il fasse ça, les délais de temps ils sont complètement indépendants du grade de base. Du coup, le fait d'avoir des baselines comme ça va être vraiment. Je posais la question notamment par rapport au rationniste quad concentrique, ischio-excentrique, et par rapport à la stabilité rotatoire tibia-sophéno. Est-ce que vous avez déterminé des choses précises par rapport à un signe membraneux, par rapport à un biceps fémoral par exemple? Est-ce que vous avez géré ces différentes tensions qu'il peut y avoir et puis bien les rotations? Non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. C'est important, on est sur une philosophie qui est assez différente. En fait, quand tu l'écoutes, nous on va faire priorité à la locomotion. Ça veut dire que dès le début, la priorité c'est vraiment la locomotion, qu'on reprenne les gammes et qu'on aille de plus en plus vers la vitesse. Et tout ce qu'il y a autour, en fait, se met au service de ça. C'est très différent de ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. On mettait plein d'exos de kiné, plein d'exos de musculation sur l'ischio. On se disait, on est en train de préparer le gars à courir, mais on ne courait pas. Mais on préparait pendant des semaines. Et on s'apercevait que quand on le mettait après 4 semaines, au bout de 4 semaines qui ne marchait pas, on perdait un temps à le remettre en mouvement, c'était incroyable. Et finalement, là, on a attrapé le problème de l'autre côté. C'est que tout de suite, on est dans la locomotion, et tout ce qu'il y a autour, ça va être au service de cette locomotion qui va s'améliorer. Et on a vu jusqu'où ça allait, hein. C'est qu'à un moment, si sur la F0, on n'a pas le feu vert, si on a un joueur qui fait un bon temps au 30 mètres, mais qu'on estime qu'il y a risque, et bien là, par contre, on va dire non, il n'est pas prêt. Parce que nous, notre priorité, c'est la locomotion, et la priorité, c'est la bonne locomotion, avec une bonne phase d'accélération et une bonne Vmax. Et ça ne sera pas le ratio de force, par exemple, le typique qu'on peut voir sur l'isocinétique. Aujourd'hui, on a fait le choix, même au club, de vendre l'isocinétique. Parce qu'on s'en servait très peu, et au final, ça nous donnait pas assez de certitude sur les retours terrain derrière. Donc on a fait le choix de le vendre et vraiment de partir dans une démarche où la locomotion, elle est vraiment au cœur du truc. Et ce process, il est aidé aussi par le fait qu'on teste les mecs tous les mois. Du coup, Rob, il a toujours à dispo le profil du mec juste avant sa blessure, ou maximum 3 semaines avant sa blessure, quoi. Donc il peut savoir qu'à la fin de son protocole de réathlé, où il en est par rapport à juste avant sa blessure, et ça nous donne plein d'indications. Et il n'y a pas que le profil au radar. On a toutes les données sur le 1080, on sait combien il développe de puissance à 20 kg, à 25 kg, à 30 kg. Du coup, Rob, quand il met en place ses protocoles de réathlé, il sait exactement à quel pourcentage de déficit il est par rapport à juste avant de sa blessure. Mais là, on est sur des pourcentages de déficit en puissance sur du sprint, quoi. On est vraiment dans la locomotion complexe. Et tout à l'heure, JB, dans la présentation, il évoquait un joueur de foot qui revient au terrain avec une F0 très basse, un temps qui est peut-être similaire sur 30 mètres, mais avec une F0 très basse. L'objectif, et nous l'avantage qu'on a avec le 1080, c'est qu'on peut travailler cette capacité à accélérer et la mesurer dès le début presque. Donc à 2 semaines de la lésion et peut-être 10 jours avant sa reprise, il peut déjà se comparer avec ce qu'il fait en saison et on peut déjà voir où il en est à peu près sur sa F0. C'est pas vraiment la F0, mais c'est sa capacité à accélérer. On peut déjà voir où il en est et du coup, on aura plus de certitude derrière sur le moment où on va le mettre sur le radar, par exemple, pour faire un vrai sprint. Et du coup, il reviendra aussi avec une F0 bien meilleure que si on n'avait pas fait tout ce travail préalable. Sur la diapo là. Ouais. Et du coup, sur les 3 saisons, on voit au final, donc là on va parler des blessures aux ischios, mais uniquement liées au sprint. Parce que chez le joueur de rugby, on a aussi beaucoup de lésions ischio qui sont liées à l'overstretch, et notamment dans toutes les phases de ruck, où les mecs viennent mettre des flexions de hanches vraiment énormes, et ça crée un stress mécanique. Des ischios comme ça, le gars va chercher le ballon, il se fait taper dessus, ça lui étire les ischios et il se blesse. Et ça n'a rien à voir avec le sprint, donc on ne les met pas avec les blessures au sprint. Ça, c'est vraiment les blessures liées à la vitesse. Et on se rend compte entre la première saison, donc 18-19, et la saison dernière,
on passe de 11 blessures à 7 blessures aux ischios. Donc bien sûr, c'est multifactoriel. Il y a aussi le travail qui est fait sur le terrain en collaboration avec les coachs, la gestion de charges hebdomadaires qui est importante. Ce n'est pas uniquement le travail de vitesse, mais par contre, on est persuadé que le fait de sprinter plus régulièrement, ça prépare mieux les mecs et ça les protège dans ce cas de blessure. La deuxième chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est la quantité qu'on met pour chaque joueur en termes de vitesse. Chaque joueur va avoir un sweet spot, ils appellent ça la dose optimale de vitesse pour le protéger. Alors pour un joueur, ça va demander, ça va demander par exemple de connaître le joueur. Il y en a pour qui ça va être 4 sprints, il y en a ils sont capables d'en faire 12 dans la semaine. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit aussi avec le temps, et du coup on y va vraiment petit à petit. Et c'est pour ça que c'est des chiffres qui sortent sur 3 saisons, parce que ça nous est arrivé au cours de ces saisons d'avoir des mecs, on se rend compte qu'ils ne sont pas capables de faire autant de vitesse que les autres, et du coup d'aménager un petit peu l'entraînement. On a des problèmes de volume chez les jeunes en première année. Toutes les blessures qu'on a eues cette année musculaires, c'est que des premières années. Ou des gens qui étaient un dernière année mais qui est très limite au niveau du niveau, à qui on en demande beaucoup trop. Mais sinon les autres c'est que des premières années qui n'ont pas cette culture depuis 2-3 ans, ou qui l'ont moins, ou qu'on récupère d'autres clubs aussi. Et c'est eux qui viennent se blesser parce qu'on en demande trop en fait. Et c'est ça où c'est dur de gérer, parce qu'il y en a c'est pas assez, alors que eux c'est trop. C'est le cas par rapport à... C'est ce qui est dur, et là on ne peut pas vous donner de formule magique, quoi. C'est vraiment du ressenti et de la connaissance de ton athlète, parce que là je peux vraiment pas te dire, lui comme ça, voilà, c'est 5 sprints sur vitesse. C'est un travail de confiance avec l'athlète, de construction, et c'est à vous de jouer, quoi. Et du coup sur la dernière partie, vraiment le après blessure, le retour au terrain, on a les 3 axes qui sont similaires à ce qu'on fait sur la prévention, mais le premier travail c'est vraiment ce retour de la F0. C'est l'importance de la production de force horizontale sur justement le lien avec les lésions aux ischios. Et dès le début de la démarche, on essaye justement de mettre des situations où l'athlète il va aller travailler cette F0, des luges très lourdes en marchant, des gammes avec une petite résistance élastique, des luges légères. Et petit à petit, comme ça, on va construire cette F0. Il a, par exemple, sur un retour aux ischios, on a un nombre d'accélération, on va faire beaucoup de volume d'accélération sur les premières étapes de la réathlée, à 80% de ce qu'il est censé faire sur un 10 mètres classique. Et par contre, il va répéter, presque 400 mètres d'accélération comme ça dans sa séance, avant de passer sur des 15-20 mètres où on mettra un petit peu plus de stress sur les ischios. Et du coup, on est à bloc sur ce retour de la F0 dans les premières étapes, parce que c'est ce qui va protéger l'athlète par la suite, pour nous. On est super attentif avec la F0, mais c'est pas le seul facteur. Ça veut dire que la position du bassin, s'il en le travail de renfort, il est fait aussi. On a vu tous les problèmes techniques de la course, il faut être attentif là-dessus. Mais la F0, ça fait partie de nos facteurs qui sont vraiment importants. Du coup, il faut qu'il retrouve sa F0 d'avant blessure, il ne s'est pas revenu sur le terrain, enfin sprinter max, avant qu'il ait voir au-delà. Il y a plus de marche quand même. Non, au contraire, c'est plutôt au-delà. Ah, okay. Sur tout ce qui est blessure ischio, blessure musculaire bas du corps, ou tout ce qui va être genou, notamment sur les croisés, on ne laisse pas reprendre un mec s'il a une F0 plus basse qu'avant la blessure. On a souvent des records même, nous ça fait 3 retours au sport qu'on fait, on a 3 records. Après parce qu'on les repose, parce qu'on a été spécifique, parce qu'on a répondu à la problématique, parce qu'on peut plus s'individualiser. Et la réponse c'est quand tu fais ton test de retour au sport, de retour au terrain, le mec est meilleur. On parlait de la fraîcheur tout à l'heure, et quand un mec est fatigué, est-ce que 4-5 jours ça peut nettoyer cette fatigue et lui permettre de revenir à des bons niveaux? Les blessés justement, ils travaillent beaucoup sur eux, sur le travail qualitatif on va dire, et ils n'ont pas les journées si longues que les mecs sur le terrain à piétiner toutes les phases de statique pour les avants, etc. Et du coup, quand les mecs reviennent de blessure, ils sont souvent sur des records justement au 10-80 sur l'accélération, des F0 vraiment très bonnes comparé à ce qu'ils faisaient avant blessure. Et en plus de ça, ça donne de la confiance aussi aux joueurs pour s'engager sur le terrain derrière. Et pour aller jusqu'au bout sur ta réponse, imagine, on a la moyenne de nos 3 quarts, par exemple, c'est 8,5 en F0. On a un athlète qui s'est blessé et ses meilleures perfs, c'est 7.
Donc il est bien en dessous de la moyenne du groupe. On va pas le faire revenir à 7, on va essayer qu'il revienne avec une F0 qui est encore bien meilleure pour diminuer son risque de blessure. Donc ça c'est un exemple classique. Ça c'est la première ligne, c'est son test juste avant blessure. Donc il était à une F0 très basse et qui était en plus basse comparée à ses tests de pré-saison. C'est un joueur qui est plutôt autour des 8 normalement. Et du coup, il y a eu quand même la lésion, on n'a pas réussi à le protéger et à faire en sorte. C'est que c'est associé à une V0 qui est super bien. Ouais, donc plus à risque ici. Et quand il revient de Felicio, ici, on voit une F0 bien plus haute, une V0 certes un peu plus basse, mais après nous les KPI qu'on va utiliser, ça va être simple. C'est le temps aux 30 mètres, donc, qui est bien meilleur, et la Pmax ici qui est bien meilleure. Donc au final là, tous les voyants ils sont au vert pour qu'il y aille, quoi. Et pour qu'il performe dès son retour avec le groupe. La petite histoire, bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Ouais. Mais ça, avant sa blessure, c'était un mec qui avait des blessures aux ischios récurrentes. Et après le protocole de réathlé de Rome, il n'a plus de problèmes aux ischios connus. Ça c'était ma question, c'était il y a la fameuse règle des 25, c'est-à-dire qu'il y a 25% de lésions liées au sprint qui récidivent dans un délai moyen de 25 jours. Sur la récidive là, vous êtes... on a eu un exemple là récemment de récidive. Et je pense que typiquement du coup là le volet qu'on est en train de creuser avec cet athlète, c'est le travail de posture et de tenue du bassin. La même chose pour nous. C'est clairement des joueurs qui ont des gros soucis sur le pélvitite et qui ont des bassins ultra antéversés. C'est une catastrophe. Okay. Donc ça, c'est pas le seul paramètre. Et après sur le retour à Vmax, il y a l'outil 1080 qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'il va nous permettre de commencer à allonger un petit peu les distances tout en limitant la vitesse du joueur. On peut décider que le joueur se fait tracter à 85% de sa vitesse max. S'il dépasse 85, le fil arrête de tirer, entre guillemets, et c'est le repère pour le joueur de couper la course, qu'il est en train de dépasser l'intensité souhaitée. Et du coup, dans tout le retour à la vitesse, c'est vraiment un outil top qui nous permet d'y aller vraiment crescendo sur 85, 90, 95%, 100%. Et après, tant que le joueur n'a pas fait 100% avec l'assistance, il ne fera pas le test radar. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais on a le ressenti que sur le plan musculaire, c'est beaucoup plus sollicitant de faire un radar 30 mètres, donc un sprint à poids de corps, que d'aller à Vmax avec l'assistance, voire même à 105% de sa Vmax. Les mecs, ils sont vraiment faciles pour travailler ce retour à vitesse max avec l'assistance, et dès qu'on les met sur du sprint à poids de corps, ça demande beaucoup plus de stress sur les ischios. C'est le sentiment qu'on a. Ça c'est hyper important, ce que Rob il est en train de dire, c'est que cet outil 1080, ouais, il nous fait sprinter en assistance, mais ça ne veut pas dire sur vitesse à tous les coups. Nous, on l'utilise pour les blessés, nous on l'utilise pour tous les joueurs en phase de pré-saison. Je ne vous l'ai pas présenté parce que sinon c'est un peu long, mais en pré-saison, tous les joueurs passent au 1080 sur le même protocole que des athlètes en réathlétisation. Ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas sprinté, voire plus. Du coup, on commence et en fait, le sprint assisté permet de prendre beaucoup moins de risques lors du retour à Vmax que si on y va à vide directement. Ça nous permet de quantifier. Enfin, je connais aucun outil qui me permet à l'athlète de savoir s'il est à 80% de sa vitesse max ou plus. T'es revendeur. Là, le mec, non mais... Au départ, le chèque. Non, on aura fait une sacrée tête. Ils ne feront pas de prix parce que donc on va en acheter un et on fera la journée de formation sur cet outil. Ouais, ça devrait vous intéresser. Hervé, juste ça, c'est un point fondamental. J'ai pas mis, je le mets jamais parce que c'est évident pour moi, mais il faut quand même le dire. Je présente et on présente des technologies, j'ai présenté ça, c'est des business, hein, on est très clair. Moi personnellement, j'ai aucun conflit d'intérêt personnel avec le développement de ces trucs-là. Ni les GPS, ni les 1080. Simplement, je les utilise en tant que chercheur parfois, préparateur physique, coach parfois, etc. Et très clairement, si je maintiens leur utilisation et que je fais des recherches avec et que j'en parle aux gens et que je les conseille, c'est que ça a passé un certain nombre de filtres de qualité qui me permettent de les recommander. Mais recommander quelque chose, c'est pas avoir un conflit d'intérêt, on est très clair. A l'inverse,
il y a des outils, il y a des appareils que j'ai testés, et si on va dans la discussion, je ne les recommanderai pas, pour les mêmes raisons. C'est important, hein. C'est-à-dire que... Et eux non plus n'ont pas de... Non, nous non plus, c'était ça. Mike Jones, le 1080, c'est 20 000 €. Ouais, bien sûr. Mais regarde, c'est 20 000 € pour une utilisation quotidienne sur 10 ans avec 50 joueurs. 4 ans, on a jamais voilà, et on a revendu le Sidebeck, c'était à plus de 100 000 €. Voilà. On peut se poser aussi des questions. Allez, dernière question à Lucas, parce qu'on se rapproche du repas. Par rapport, donc là on parle quand même d'athlètes, on ne fait pas de distinction sur les athlètes dont on parle. Hein. Je pense qu'on a tous en tête l'athlète confirmé qui a des prérequis pour pouvoir vivre les tests, c'est-à-dire faire des squat jump chargés. Mais du coup, le profilage avec les jeunes, vous le faites comment, quand, à quel âge? Ce que j'avais dit, j'avais mis... Il a de l'intérêt? J'avais dit, c'était une dédicace à Pio, il dit pour les jeunes, ça dépend. Ça dépend tout le temps en fait. Mais en vrai, par exemple pour les U14, U15, on a décidé d'essayer de faire un test dans l'année pour avoir un aperçu de ce qui se passe à cet âge-là. Horizontal, pardon, un test radar, donc sur le sprint, qui est notre test spécifique. Donc on ait un suivi longitudinal de l'évolution, on va dire, de ses qualités, de vitesse. On sait qu'il y a des phases où la vitesse elle est plus facilement développable, la vitesse max. Et est-ce qu'on met l'accent là-dessus à un tel âge ou à un autre âge? Comment ça bouge naturellement? Quel impact a nos processus d'entraînement? Alors on va pas aussi loin chez un U15 qu'un U16 ou un U18. Les U16, U18, cette année on avait comme objectif de le faire 2-3 fois, donc avec mon collègue Alex qui s'occupe de ça. On l'a fait qu'une fois, on va le refaire là rapidement. Et là par contre il y a des phases où ils sont en développement, ils n'ont pas de match. Et là où on peut se permettre d'aller vers de l'individualisation par rapport au profil. Donc on a commencé avec Sam qui est ici, qui a fait son mémoire là-dessus, où on a pris des groupes et très concrètement on s'est dit ok, si on entraîne nos gars différemment, nos jeunes, tout en gardant tout le profil, de taper dans tout le spectre, est-ce qu'ils évoluent différemment? On se rend compte quand même que quand on les récupère en espoir, et ça c'est une réalité, c'est que souvent ce qui est déficitaire, c'est cette capacité d'accélération. Et si on fait un gros travail en pré-saison, en début de saison, pour tout le monde, sur les chariots lourds, on nettoie un petit peu ce problème d'accel. Et je ne pense pas qu'il est forcément lié à l'aspect physiologique, mais il est vachement lié à l'aspect technique. C'est-à-dire que le fait d'orienter de la force vers l'avant, les athlètes, vous avez bien cette notion, nous je vous le dis, c'est catastrophique. Certains joueurs, naturellement, ils courent, ils font un appui, ils sont droits comme des i, le tibia vers le haut et il ne se passe rien vers l'avant. Et le fait de faire du lourd tout de suite en début de saison, et je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus, sur ce premier appui, ces 2-3 premiers appuis, on se pose encore pas mal de questions là-dessus, ça nous permet de nettoyer ce problème d'orientation de la force. Et on se rend compte qu'on a des mecs qui sont pas mauvais en Vmax en général, c'est assez acquis, et qui ont des temps aux 30 mètres qui sont vraiment pas terribles, parce qu'on voit leurs 10 mètres, on voit leurs 5 mètres, on voit leur F0, on se dit mais c'est pas possible, quoi. On peut pas accélérer comme ça. Et naturellement, quand on fait des tests, donc chez les espoirs on le fait toutes les 4 à 6 semaines, on voit qu'il y a une phase où ça bouge pas beaucoup, et là on se dit, cette année on s'est vraiment dit merde, mais on tape à côté. En fait c'est que ça prend du temps, mais par contre quand ça paye, bah, il y a notre activité, hein, parce que le rugby, le but du jeu dans le rugby, c'est générer de la force le plus rapidement possible. À la limite, si on avait quelqu'un qui avait une très bonne Vmax, mais qui l'installe, il lui faut 60 mètres pour installer sa Vmax, c'est trop tard. Donc il y a la double lecture. Bien sûr. Ils ont besoin d'accel, et en plus, on est au rugby, et au rugby, l'accel précoce, c'est essentiel. C'est ça qui, entre autres, va faire que le joueur va jouer au haut niveau. Ouais, tu ne l'as pas montré, mais pareil, le profil optimal sur le sprint, il n'existe pas. Il va dépendre de plein de choses, dont notamment du poste. Un profil optimal chez un avant, un première ligne ne sera pas le même que chez un 3/4. Du coup, là, le fait de mettre le point sur l'accélération. Je dois gérer le temps aussi, donc merci Lucas. Merci Lucas. Non, vous aurez le temps au repas et puis cet après-midi de leur poser des questions. J'en ai juste une dernière à JB. Par rapport à... Si, c'est pas, je crois le droit. Une dernière. Sur le profil force vitesse verticale, on a un confort de lecture et d'analyse